Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'Entonnoir du Bitcoin, épisode 15, le premier de cette année. Donc tout d'abord, de la part de tous les hodlers, bonne année à vous et j'espère que vous avez passé des excellentes fêtes. Pour cet épisode, je suis que avec John. John, bonjour et merci d'être là. Oui. Ouais, je t'ai dit que je faisais le full show. Ouais, non, mais Euh, c'est toujours impressionnant, quoi. Je suis complètement fan. Dans cet épisode, du coup, on a prévu trois sujets, mais il y a eu énormément de news. On va pas pouvoir tous les traiter, donc je vous invite à cliquer les liens dans la description. Je vous mettrai les 5-10 grosses news. On avait envie avec John d'être un peu plus chill aujourd'hui trois thèmes en principal, en général. Le premier, c'est évidemment le super article qui est sorti récemment sur le Web3 et donc les NFT par le créateur de Signal. Le deuxième, ça va être un petit bilan de 2021 par rapport à Bitcoin. Et le troisième thème sera le bot de trading de Helen Market de John. On voit la discussion chill. Comme toujours, c'est sur Twitter à 18h en live. Vous avez les replays donc sur les plateformes de podcast ou YouTube. Pour tous ceux qui sont là, merci beaucoup à vous d'être présents. Pour parler, c'est en bas à gauche. On prendra des intervenants comme d'hab après chaque thème. Ouais, du coup, pour commencer, ouais, le super article de Mozi est vraiment assez incroyable. Euh, alors, moi, j'ai bien aimé parce que, il fait une part référence un peu de ce qu'est le Web 1, le Web 2, le Web 3. Le Web 1, c'est ce qu'on espérait tous, hein, c'était l'Eldorado, un web complètement décentralisé. Et comme tout le monde ne peut pas, enfin, ou ne souhaite pas forcément poster son propre site web ou n'a pas quelque chose à dire, donc on a eu la constitution de plateformes un petit peu centralisées qu'on a appelé aussi, qu'il appelle le Web 2. Et donc du coup, il décrit le Web 3 en fait où on revient. En fait, on a le gain du Web 2, les effets de réseau, etc. Avec ce côté décentralisation apporté par par les registres distribués, blockchain, etc. Donc c'est assez intéressant. Et il fait bien de rappeler que la différenciation entre le modèle client-serveur du web et le modèle, le soi-disant modèle des blockchains, qui est censé être pair à pair. Et donc, il décrit le cas de MetaMask. Alors, j'espère qu'en disant pas, en disant MetaMask, on va pas avoir des bots sur le space. Ce serait pas très drôle. Il décrit le cas de MetaMask où, en fait, c'est un modèle complètement client-serveur puisqu'il se connecte à des API. Et donc, c'est des API. Alors, ce qui est bien dans MetaMask, c'est que on ne sait pas l'API. Enfin, on peut la changer. On peut pointer sur une autre, un autre serveur API, mais on ne le voit pas par défaut. Donc, c'est celui de Infura. Et Infura, donc, c'est le plus grand distributeur de d'infrastructures dans le monde Ethereum. Donc, énormément de full nodes, des nœuds d'archives Ethereum. Et donc, voilà, bon, on se connecte dessus et c'est hosté sur AWS. Et donc, il écrit, bah, effectivement, en fait, en pensant utiliser Ethereum, un modèle client, enfin, un modèle pair à pair, mais on utilise en fait toujours le modèle client-serveur. Et il décrit aussi le fait qu'ils utilisent les API de OpenSea. Et c'est là où c'est assez amusant puisque il a fait bon, plusieurs tests assez amusants et donc il a produit un NFT qui s'affiche différemment selon les plateformes. Et la chose la plus amusante, c'est que quand tu l'achètes, et ben dans ton wallet MetaMask, et ben, il s'affiche, c'est un smiley poupe. Donc j'ai trouvé ça vraiment assez fun. Donc son NFT, il s'est fait bannir de OpenSea. Et du coup, en fait, ce qui est encore plus amusant, c'est que du coup, Et c'est ça le pire surtout. C'est ça ouais, le ouais, pire parce que tu te fais bannir d'OpenSea derrière, surprise. exactement. Tu le vois plus sur le wallet MetaMask. Et c'est amusant parce que je voyais une conversation là dans Twitter où il disait, bah, effectivement, si OpenSea ferme, etc., ton NFT est toujours valable, etc. Bah, eh ben, c'est peut-être pas si simple que ça en fait, hein. Vu que les wallets MetaMask, en fait, bah, déjà, ils utilisent par défaut les API d'OpenSea. Bah, du coup, ça questionne quand même vachement. On est quand même dans un modèle client-serveur assez fort. Et bah, effectivement, pourquoi OpenSea aurait jamais pu se créer en dehors de la blockchain parce que bah, il se serait fait a priori éclaté par les autorités. Mais comme c'est soi-disant en mode décentralisé, bah donc ça passe. Puis ils ont de la traction, il y a l'effet marketing blockchain, etc. Donc ça marche bien. Donc l'article, il est bon, il évoque pas mal de choses. Il y a un petit point comme sur lequel je suis pas tout à fait d'accord, où il dit bon que personne n'a envie d'avoir son propre nœud. Ce que je peux comprendre, mais il dit même les nerds n'ont pas envie d'avoir leur propre serveur. Et alors ça, par contre, je suis pas trop d'accord. Enfin, preuve en est, voilà, on essaye de promouvoir la bonne parole, éviter d'utiliser les nœuds des autres, utilisez votre propre nœud, vous êtes acteur du réseau. C'est
pas trop compliqué de l'être, notamment avec des solutions type Umbrella. Voilà, on peut y arriver à moindre frais. On est acteur du réseau et on ne dépend pas d'une API tiers qui peut, qui peut censurer les transactions, qui peut les traquer, etc. C'est pas de la paranoïa, hein, c'est un peu du bon sens et c'est notamment la valeur ajoutée d'un modèle pair à pair. Si vous êtes dans un modèle pair à pair, bah, vous utilisez le modèle pair à pair et pas le modèle client-serveur. Donc voilà, c'était assez long, mais Ouais, non, mais je me suis douté quand je t'ai envoyé l'article et quand tu l'as lu que tu allais adorer. Faut savoir qu'il critique pas vraiment Ethereum Web3 en mode je cherche à l'attaquer en tant que bitcoiner. C'est super intéressant cet article parce que justement, il l'écrit d'un point de vue vachement externe. Le mec est pas bitcoiner, il a même créé un bot pour bannir les gens qui ont des yeux laser sur Twitter. Il parle jamais de Bitcoin et même quand il dit justement je veux pas faire tourner des serveurs, tous les Bitcoiners ont répondu bah attends t'as Umbrel, nous on fait tourner nos serveurs. Donc il a vraiment une vision externe à l'industrie et son article est très bien écrit parce que c'est une vraie critique en mode mais attends vous avez même pas essayé, vous vous rendez compte la centralisation que vous êtes en train de créer, le problème de vie privée que vous êtes en train de créer, que finalement vous refaites le Web 2 avec différentes plateformes et, euh, et c'est plutôt cool. Je suis d'accord avec toi par rapport au serveur, hein. Moi, je suis complètement nul en informatique, vous le savez tous. Pourtant, on me donne une solution simple comme Umbrel. Je suis très content de faire tourner mon serveur. Donc, je pense que c'est juste parce que c'était trop compliqué de faire tourner des serveurs en Web 2. Mais pour Bitcoin, je vois l'utilité de faire tourner mon serveur. Par contre, tu vois, je fais pas tourner mon serveur pour mon site internet ou ma boîte mail. mais, Ça, je le comprends. mais pas que en fait, parce que je pense que tout est une question de discours qu'on va entretenir. Moi, de la perception assez éloignée que j'ai du monde Ethereum et d'autres blockchains, mais particulièrement Ethereum, pourquoi? Parce que c'est encore possible de faire tourner son nœud sur Ethereum. Quoi qu'on en dise, c'est quand même possible. Il y a même des projets avec des clients sur Raspberry Pi. C'est-à-dire qu'en fait, sur le papier, on peut y arriver, mais je pense qu'il y a vraiment une déconnexion. Enfin, tout le monde s'en fiche parce qu'en fait, il n'y a pas de discours de dire non mais attendez, voilà les modèles de risque, etc. Vous consommez de l'Infura, de la WS. Il y a des risques qui sont objectifs. Vous n'utilisez pas un mode client, enfin vous n'utilisez pas le réseau peer-to-peer, mais un mode client-serveur. Et, euh, et ça, en fait, c'est quelque chose qui transparaît pas, alors qui est beaucoup plus le cas dans Monero ou Bitcoin, peut-être d'autres, hein, je dis pas, mais en tout cas, dans le monde Ethereum, c'est quelque chose qui pourrait être poussé et qui, de mon point de vue, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et je trouve que c'est vraiment une occasion manquée côté Ethereum. Après, il y a les grosses blockchains type Solana, etc., où là, il n'y a pas de sujet, c'est même pas possible. Enfin, c'est complètement avoué que c'est pas possible de le faire. Il y a Avax, qui est assez marrant puisque bah, c'est facile de faire tourner son nœud, mais il faut le stacker parce que quand tu as un nœud qui ne stack pas, donc quand tu n'es pas validateur, bah, en fait, tes transactions, en fait, elles viennent pas vers toi. En fait, on en avait déjà parlé dans un space. Ouais, Voilà, avec tout la même tourne. pool qui est payante, enfin grosso modo. Bah, non, elle est juste partagée entre les validateurs, quoi. Elle est pas Oui. partagée parce que ça Enfin, fait pour des être effets validateur, il fallait d'engorgement, etc. stacker 280 000 euros. Ouais, mais du coup, bah, effectivement, quand tu arrivé au tout début du projet, bah, ça coûtait rien du tout, hein. T'as même t'as peut-être eu un airdrop, donc ça t'a rien coûté. Mais force est de constater que maintenant, c'est un peu un réseau avec permission, dans le sens où pour pouvoir valider les transactions, sur Bitcoin, il faut valider les transactions, et ben il faut stacker des AVAX. Je trouve ça un peu dommage pour une blockchain qui se dit enfin, légère, rapide, etc. et qui scale, quoi. Mm, Et mm. décentralisée, quoi. Et je me pose une question par rapport aux NFT, du coup, vu qu'ils sont pas sur nos portefeuilles, déjà, est-ce que tu sais si c'était tous les NFT ou seulement ça quelques-uns? Parce que j'ai vu qu'ils répondaient derrière aux commentaires donc de tous les gars de Ethereum et les critiques de Vitalik. Il explique qu'il a même mis en place les BIP les plus importants qui lui permettaient de pouvoir déplacer son NFT un peu partout. Et même avec ça, il avait disparu de son wallet. Donc je me demande vraiment la question, c'est est-ce que c'est générique à toute l'industrie? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que très peu de personnes l'ont dit avant? Un peu comme bah, quand je suis allé au Jeu plus Salvador, il a fallu attendre que ce soit un petit blanc qui gueule sur Chivo pour que tout le monde se réveille. Bah là, j'ai l'impression qu'il a fallu attendre que ce soit le PDG de Signal pour que tout le monde se mette à réfléchir un petit peu sur le problème. Pas ton point de vue là-dessus. Non, je crois que, ouais, alors c'est qu'il a déjà de la visibilité. C'est pas un bitcoiner, donc quand un bitcoiner révèle une chose, par exemple sur Ethereum, qui lui semble à l'encontre d'une certaine approche, bah, tout de suite il est cancel parce qu'il est bitcoiner de toute manière. Donc voilà, on ne discute pas avec des bitcoiners. Donc je pense que comme il est tiers, bah, il est forcément plus écouté et c'est un des rares en fait à tester quoi. Ça, c'est-à-dire que la blockchain, tout ça, on sait que c'est du peer-to-peer et tout, c'est du sur le papier et en pratique comment c'est mis en œuvre. Et en fait,
il y a pas beaucoup de personnes enfin, il y a les mecs qui sont très très techniques, qui vont tester, etc. Mais après, globalement, enfin, personne s'amuse. Enfin, tu vois, moi, j'avais regardé quel était le nœud utilisé par MetaMask. Bah, enfin, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, tu vois. Mais tu dis MetaMask cache une information, faut aller tripatouiller les traces réseau, etc., pour retrouver les informations. Ça, c'est un peu la même nature, parce que François-Xavier Torrens, il fait exactement la même chose, mais sur la partie vote, parce qu'il y a sur le papier, et comment c'est mis en œuvre, c'est des choses différentes. Ouais, ouais, bah heureusement qu'on a des gens comme lui, même si encore une fois on le répète, pour tous les altcoiners qui, je sais, me font souvent la critique d'être trop bitcoiner, ce mec n'est pas bitcoiner maximaliste, hein, donc voilà, c'est important d'avoir des sources de tous les C'est côtés. même tout le contraire, comme tu disais. Enfin, moi, il m'a bloqué. Hein. Moi, enfin, parce que j'ai les yeux laser sur ma PP. Et Pourtant, tu l'avais franchement, cherché, je me souviens très bien de l'histoire, il a dit répondez à ce tweet si vous voulez être bloqué, j'ai un bot, mais ouais, essayez. mais Moi j'ai pas moi, je essayé, sais je suis même, pas voilà. bloqué. Mais ouais, mais enfin, voilà, je savais même pas qui c'était, j'ai même pas fait gaffe. Et puis voilà. Enfin, il y a même un développeur qui s'appelle Fiadja qui s'est fait bloquer parce il a retweeté le truc, il a dit, j'aime pas trop le personnage, Moxie, mais je trouve que sa critique est plutôt bonne. Il s'est fait bloquer. Donc, enfin, bon, le mec, il bloque quand même assez. Et pourtant, Fiadja, il a pas les yeux laser ou quoi que ce soit, il a une PP complètement random. Tu vois, il a le blocage rapide aussi, quoi. Ouais, ouais, on peut le comprendre. Après, voilà, il développe quand même Signal, qui est une application que j'espère vous utilisez. Enfin, de toute façon, il n'y en a pas 36 d'applications qui nous redonnent plus de vie privée quand on veut parler entre potes ou en famille. Donc, personnellement, Signal, j'encourage les gens à l'utiliser. Est-ce que quelqu'un veut parler sur ce thème? Parce que j'imagine que l'article, tout le monde l'a lu. Alors, il est qu'en anglais, hein, mais il est assez simple à lire. Si vous voulez parler, c'est en bas à gauche. On va vous laisser une minute. Sinon, on attaquera le deuxième sujet. Et je vous invite à le lire. On le mettra en description parce que ça fait quand même plus flipper qu'autre chose. Et même si vous savez que je suis Bitcoin maximaliste, j'aimerais bien quand même que tout ce qui est Web3 et NFT, ça marche en soi. Genre pour moi, Bitcoin, c'est une monnaie. Euh, Enfin, à partir du moment où la monnaie marche, je m'en fous de ce que vous faites à côté sur Internet. Et si on peut réussir à avoir l'objectif du Web 1, je suis pour. Mais donc c'est bien qu'on ait des tests un peu comme ça. Vas-y, Psyduck, je t'ai approuvé, tu peux parler. Si Amazon via AWS veut couper Ethereum, ils ont le pouvoir technique de le faire, c'est ça? Alors, pas Euh, aussi drastique, mais ils alors, peuvent impacter, hein. alors, oui et non. Enfin, alors, admettons qu'AWS, pour une raison X ou Y, disent il pourra vous dégager. Voilà. Enfin, vous dégager. Du jour au lendemain, hop, il coupe. Là, je te garantis que pendant un certain temps, bah, tu vas avoir un MetaMask qui ne fonctionnera plus. Euh, MetaMask, voilà, c'est pas non plus l'épicier du coin. Ils vont trouver des alternatives. Donc, ils vont se plugger à une autre API chez un autre clouder parce que une fois, s'ils vont sur AWS, c'est pas pour rien. C'est pas juste parce qu'une fois, AWS, c'est le leader du cloud. Et donc, ça scale, etc. Il faut des machines, il faut une infrastructure. Et donc, une fois a peut-être des solutions de repli, je ne sais pas. Mais il y aura des impacts, il y aura quand même des impacts assez sévères. Il faut pas se mentir. Il y a déjà eu des impacts d'ailleurs suite à des pannes d'AWS. C'est assez rare, mais quand ça arrive, en général, c'est assez systémique. Nos sites web préférés, en général, ils tout sautent un petit peu. Donc oui, oui, il y aura forcément des impacts. Après, bah, ça redémarrera, hein, pas de souci, mais ça pose quand même deux, trois questions, quoi. Tu te dis, bon, bah, l'infrastructure, elle est résiliente, mais bon, voilà, il y a AWS qui dit, bon, bah, stop, vous dégagez les flora. Ton truc, bah, tu peux plus l'utiliser. Bon, bah, peut-être que dans une semaine, tu arriveras à le réutiliser, hein, mais voilà. Et pour compléter sur notre thème, par exemple pour les NFT, ce qu'ils expliquent avec OpenSea, c'est que si demain quelqu'un décide de changer la tête de ton NFT, si quelqu'un décide de l'effacer, ils peuvent en fait. Donc tu t'achètes aujourd'hui un singe, rien te garantit que demain c'est toujours un singe si un petit malin s'amuse à changer ton singe en canard, quoi. Donc ça aussi, ça fait assez peur, surtout quand on sait la quantité de thunes qui a été mis là-dedans pour finalement une promesse technique qui est pas derrière. Il y a quelqu'un d'autre qui demande la requête. Est-ce que ça répond à tes questions, Psyduck? Ouais, ouais, merci beaucoup. Ah, je m'étais mute. Vas-y, je disais, j'ai appuyé sur des boutons et quand tu appuies sur un bouton sur le space, tu flippes parce que si j'appuie sur le mauvais, ça ferme tout pour vous et c'est le bordel après. Mais je me suis fait un petit arrêt cardiaque. ONS, vas-y, je te laisse la parole. Ouais, bonjour tout le monde.
Bah, c'est pour parler aussi J'ai reconnu à ta voix, mec. J'ai reconnu à ta voix. c'est pour parler aussi des NFT et c'est vrai que c'est dommage que comment dire les images en fait des NFT qu'on tient sont retenues sur comment dire sont sur OpenSea et du coup ça recentralise l'appartenance enfin comment dire le hosting des images et je me demandais si enfin pourquoi en fait ils ont pas fait comment dire du self-hosting où quand tu achètes un NFT et ben tu le télécharges et tu l'as toi-même et après ben tu peux le présenter aux gens avec des protocoles de comment dire de téléchargement pair à pair. C'est une bonne question. Alors, moi, je pense à IPFS. IPFS, c'est celui qui vient le premier en tête. Alors, j'aime bien l'IPFS, mais je trouve que ça pose deux, trois problèmes. Je l'ai beaucoup utilisé pendant un moment. Je faisais du seed sur IPFS. En gros, voilà, tu choisis d'épingler les ressources auxquelles tu veux accéder, etc. Tu veux dupliquer le contenu pour le rendre plus disponible. La question, c'est qui le fait, quoi. C'est qu'en général, il n'y a pas, sauf qu'il y a, bon, voilà, il y a des blockchains, des cryptos qui sont là pour inciter euh, l'hébergement sur IPFS, comme Filecoin, par exemple. Je suis pas sûr que ce soit très, très résilient sur le temps. Euh, oui, ça peut l'être, mais moi, c'est genre la question, c'est dans 10 ans, ton NFT que tu as payé extrêmement cher, enfin dans 10 ans ou dans 5 ans, eh ben, moi, je pense qu'il y a une grande partie des NFT qui vont disparaître, ou alors, bon, OpenSea continue à grossir, et donc là, bon, ça continue. Mais encore une fois, ça pose des questions, il y a toujours une grosse relation de confiance là-dessus. Après, tant que tu gardes l'image en elle-même, tu récupères le JPEG et tu peux faire valoir que ce JPEG, il est bien. Voilà, tu peux le faire reconnaître d'une autre manière. C'est toujours possible, mais ça enlève un petit peu cette promesse un petit peu magique, complètement pair à pair, quoi. Donc, Bah, ça centralise vachement sur OpenSea et leur bienveillance à pas derrière ban ou censurer certaines images ou des propriétaires ou plein de trucs comme ça. mais de toute Finalement, façon, t'as remis un intermédiaire complet, une mais, plateforme. ouais, mais de toute façon, OpenSea, enfin, ça, c'est comme plein de plateformes soi-disant de liberté d'expression, etc. C'est des entités en dur qui sont sous l'égide de législation. OpenSea, déjà, pour leur propre business, ils ont intérêt objectif, en fait, à censurer ou bloquer certaines choses, des fraudes, etc. Puis si un jour, demain, quelqu'un met une image voilà, de Hitler ou je sais pas quoi, enfin, imaginons n'importe quoi, et que le législateur ait dit, toi, tu dégages ce truc, OpenSea n'aura pas d'autre choix que de le faire, quoi. Donc après, effectivement, on peut avoir le JPEG et dire, bon, j'ai le NFT de machin, ça marchera toujours, mais voilà, il faut se prémunir contre ça, quoi. Il faut savoir utiliser, je pense, les NFT de la bonne manière et connaître les risques associés, quoi. Je pense que ça sert à rien de vouloir, enfin, je vois qu'il y a des personnes qui sont à fond dans les NFT. Ouais, ça peut être bien, mais il faut être conscient des risques associés pour que ton truc, il ait potentiellement toujours de la valeur dans 5 ans, quoi. Tu vois, bon. Ouais, je comprends. Je vais clôturer puis on va passer sur le sujet suivant. Pour clôturer, je dis, ouais, j'ai une vidéo avec Alotamoni. Si vous connaissez absolument rien au thème du métaverse et des NFT, c'est plutôt pas mal associé avec ça parce que voilà, encore une fois, on a eu une hype, descend et remonte, je sais plus on en est où dans la bulle. Sachez que l'art, c'est un type d'investissement très spécifique si jamais vous comptez investir. Et sinon, l'art, c'est principalement pour son bien-être intérieur, de regarder et de l'avoir chez soi. Donc, ne pensez pas que vos NFT auront de la valeur dans 5 ans simplement parce que ça s'appelle un NFT. C'est toujours important de le rappeler et pas d'investissement, pas de conseil d'investissement. Sujet numéro 2, c'était très chill, c'était récap de 2021. Alors moi j'ai déjà fait en vidéo donc je vais pas en parler, mais toi John, en quelques mots, ton 2021 par rapport à Bitcoin, positif, négatif, le prix a pas monté, on a littéralement fait 0% hier sur hier vu qu'il y a eu le crash récemment. Vas-y, un petit récap de 2021, tu nous le fais? Et, franchement, je suis la pire personne pour en parler. J'en ai vraiment. Je m'en balance vraiment C'est bien complètement. pour ça que je te l'ai demandé à toi, je l'aurais pas demandé à quelqu'un d'autre, mais je sais que tu t'en fous. Alors, on va dire, ouais, bon, tu fais un bot de trading, etc. Mais bon, ouais, attendez, on s'amuse comme on peut, hein. Euh, mais vraiment, le prix, bon, ouais, ok, ça monte, ça descend. Enfin, je me pose pas vraiment plus de questions de ça. Moi, vis-à-vis de moi, ouais, c'est intéressant. Sur Bitcoin a été un bon move. Taproot aussi. Enfin, voilà, il y a toute une partie.
augmentation de la connaissance sur Bitcoin et enfin, je me rends compte chaque jour que il y a, enfin, tous les trucs qui semblent, enfin, toutes les avancées qu'il y a, tous les sujets qui sont utilisés, c'est quand même assez compliqué. Enfin, enfin, Taproot, enfin, a été globalement plutôt mal présenté, enfin, plutôt mal vulgarisé. Enfin, maintenant, voilà, on a réussi à remettre un petit peu on a pu remettre un petit peu les barres sur les T et les points sur les i, je pense. Mais voilà, enfin, c'est des sujets qui sont extrêmement difficiles et on regarde des sujets BIP 119, BIP 118, etc. On en parlait avec Lounès. C'est vraiment comme des sujets qui sont assez difficiles à digérer et à résumer. Ça l'est encore plus, je pense, malgré les sites qui sont bien faits, etc. Donc ouais, non, c'est une très bonne année, une très bonne année pour apprendre. Et cette année 2022 va être encore, Euh, il y aura beaucoup de choses pour apprendre. Justement, j'ai la question la plus dure que j'ai pas encore réussi à répondre, donc j'ai du mal à répondre. C'est ok, mais maintenant qu'on a Taproot, c'est quoi la prochaine grosse amélioration prévue pour Bitcoin? Qu'est-ce qu'on doit attendre de 2022? Je suis à chaque fois en mode, bah, j'espère, enfin, je sais pas quoi répondre, donc je t'envoie la patate chaude. Réponds-nous à ça. Et c'est tellement difficile parce que là, en fait, là, quand on voit les discussions un petit peu sur Bitcoin Twitter et pas que Twitter, on voit quand même que ça se bagarre quand même pas mal entre deux mises à jour, donc BIP 119 et BIP 118. Donc je vais pas essayer de les résumer et tout parce que je dirais, je pense, n'importe quoi. Où ça se bagarre quand même déjà pas mal. Il y a aussi CISA, donc c'est Cross Input Signature Aggregation. Voilà, il y a des sujets sur qu'est-ce qui devrait être priorisé, voilà, sachant que ce sera globalement Bitcoin Core qui dira bon bah qui va réfléchir, mais bon les discussions sont quand même ouvertes et on peut y contribuer. Donc là franchement j'ai pas trop d'idées. Je pense quand même que 2022 ce sera peut-être un sujet où on va discuter, où ce sera des choses qui vont être testées, etc. BIP 119 par exemple. Mais on n'aura pas deux mises à jour en 2022. Enfin, ça a quand même pris quelques années pour être activé. Donc, Ouais. calme-moi ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que beaucoup de gens pensent que Bitcoin, enfin non, les gens, généralement mon audience a compris, Bitcoin n'évolue pas de la même vitesse que tout le reste, hein. D'ailleurs, dans l'article, il en parle, on évolue super lentement et s'il y a rien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, bah c'est pas grave en soi et c'est pas dangereux pour Bitcoin. Je veux dire, le Lightning Network va continuer à grossir, les nombres de nœuds vont continuer à grossir, l'adoption des marchands va grossir, les institutions également, le protocole évolue doucement comme d'habitude. Donc, faut pas s'inquiéter pour tous les nouveaux Ouais, qui veulent de l'adrénaline. ouais, d'ailleurs, c'est intéressant que tu dis ça, puisque dans l'article de Moxie, ce qu'il disait, c'est que quand quelque chose est vraiment où il y a énormément enfin, d'effets de réseau, énormément de participants, c'est quand même dur de le faire évoluer. TCP/IP, c'est long à faire évoluer, etc. Bon, non, c'est plus à trop évoluer. Bitcoin, ça a du mal à faire évoluer parce que on regarde que ça se bagarre beaucoup sur ne serait-ce que l'activation, parce qu'il y a quand même beaucoup de parties prenantes et il y a voilà, des batailles de clochers. Et parce que justement, c'est très distribué et voilà, ça se bataille beaucoup sur les canaux de discussion, etc. Donc ouais, effectivement, sur Lightning Network, ouais, il y a des choses qui sont attendues, mais c'est toujours un peu pareil, c'est que on a moins d'acteurs, donc on a trois, quatre implémentations principales. Et donc, faut faire évoluer les spécifications. Donc, celle qui est assez attendue, c'était Bolt 12. Euh, et ça risque de se bagarrer un peu longtemps puisque on a Lightning Labs qui, en fait, a sa vision de Lightning Network. On a Blockstream qui en a une autre. Qui, voilà, enfin, donc ils arrivent en fait à se superposer avec A5. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est pas, enfin ça va, Lightning Network ça va plus vite. Mais voilà, il y a quand même des discussions aussi qui sont assez difficiles, notamment LNURL versus Bol 12 où il y a quelques semaines, ça avait un peu bagarré quand même. Et RGB 2022? Je sais pas, c'est Younes le spécialiste pour Ouais, moi. ouais, mais je viens de lui donner la parole. Je pensais à une anecdote, c'était Andreas qui avait dit ça il y a 1 an et demi, il avait dit ça m'étonnerait pas si Taproot est la dernière implémentation que tout le monde accepte en mode consensus général et après ça devient trop gros, trop tard et ben, tu sais, il avait fait en mode Taproot sera la dernière amélioration de vie privée qu'on va pouvoir faire avant que ce soit trop tard pour plein de changements. Lounès, je te laisse la parole et bienvenue. Enfin,
Il veut pas parler. Peut-être qu'il peut pas, en fait. Mais il devait pas être dans un train ou déménagement, je sais plus qui faisait quoi. Si, je suis dans le RER. Voilà, putain, merci la qualité. Après, tous les viewers, ils se plaignent de la qualité des micros, tu m'étonnes. On fait comme on peut. Ça va continuer à parler, je vous écoute. Ah d'accord, tu Bon, voulais mais- juste savoir. Ok, vas-y. Alors, ouais, juste, je pense que je suis pas, ouais, je pense, enfin, j'espère vraiment qu'on aura d'autres améliorations. Ce serait vraiment dommage de s'arrêter à Taproot, puisque Taproot, c'est une marche pour le reste. Donc, euh, vraiment, ce serait, il y a vraiment plein de choses. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire et des choses qui sont plutôt consensuelles, hein. Cross input, signature aggregation, on le veut quoi. Je veux dire, et puis ça permet en fait, CISA, ça permet d'améliorer un peu la scalabilité, enfin le compute on-chain, puisqu'en fait, au lieu d'avoir, lorsqu'on a, je sais pas moi, 15 UTXO et 15 signatures, faut les calculer quand même, les vérifier, les 15 signatures. Si on peut en avoir qu'une seule, ben, c'est plus rapide. Les signatures de Schnorr, c'est aussi pour faire de la scalabilité au niveau du compute. Donc, je pense qu'on doit chercher tout ce qui peut améliorer la scalabilité, enfin l'optimisation des ressources on-chain. En fait, il y avait un développeur core dans un podcast. Ah, t'as coupé, John, je pense. Tu parlais de développeur core. Ouais, bah, en attendant qu'il n'est pas là, je veux juste dire que pour moi, il y aura pas de mise à jour indéfiniment, hein. Je pense qu'on aura encore deux ou trois pour avoir une bonne base et après tout le reste passera sur les layers suivants. Mais je vois mal tout le monde réussir à se coordonner encore pour, euh, Mais pour plein de mises à jour à venir. alors, je suis d'accord pour deux, trois, mais après, je me dis, en fait, comme maintenant on a de plus en plus d'éducation, comme tout le monde a compris que Bitcoin c'était une monnaie incensurable, comme on a compris que c'était le peuple qui avait le pouvoir et pas les institutions, on a compris qu'on devait faire tourner des nœuds. Quand je dis on a compris, c'est en général. Je me dis, est-ce que justement, on n'est pas maintenant vachement enclin à mettre ces améliorations de vie privée si on a l'accord des développeurs, parce qu'on a une communauté qui quand même marche vers la même direction. Je veux dire, après la guerre, j'ai littéralement le livre Block Size War là à côté de moi. Depuis cet événement, aujourd'hui, la communauté Bitcoin, elle est quand même en marge vers une direction commune et il n'y a pas on n'est pas du tout divisé comme communauté. Donc je me dis que ça peut être beaucoup Ouais, mais plus simple que ça l'était à l'époque de faire passer des mises à jour et les institutions ils se plient un petit peu à nous. Enfin, je me demande qu'est-ce que tu en penses. pour moi, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de nœuds, plus c'est compliqué de mettre tout le monde d'accord. Et là, on tend vers un truc où tous ceux qui ont des nœuds se casseront pas forcément plus la tête que ça, au niveau de, enfin, qu'est-ce qu'ils pensent de telle ou telle amélioration. Tu peux réinviter John parce que il fait couper. Et je pense vraiment pas qu'on va vers un système où on est tous d'accord, on arrive à faire des mises à jour. Je pense que là, peut-être, faut en profiter encore qu'on n'ait pas énormément pour faire passer deux, trois updates ultra importantes, genre la cross input signature evaluation, principalement. Mais, euh, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Ok. Ouais, non, moi j'étais de cet avis avant et mais je change un peu d'avis souvent, mais je pense qu'en effet il n'y en aura pas 36 non plus. John, t'es en cause, t'es revenu et Papillon, tu pourras parler après John. John, à Mais toi la parole. Ouais, dis-moi, John. je pense que d'ici quelques années, on verra une mise à jour Vous m'entendez là? pour mettre à niveau certains trucs. Et puis, Ouais, c'est bon, John, t'entends. Voilà, non, mais j'ai eu un crash de l'application Twitter. Et là, même, elle fonctionne pas, elle bug un petit peu. Ouais, du coup, juste pour terminer, je disais que ouais, les mises à jour vont être surtout pour améliorer les ressources on-chain. Comment pouvoir construire, par exemple, plusieurs canaux en une fois sans que ça coûte trop en termes de compute. Voilà, enfin, c'est des choses qui vont être très, très inclusives. Euh, donc, je pense que ça passera. Puis après, les trucs un petit peu folkloriques qui vont créer plein de use cases on-chain seront quand même mis de côté parce que c'est pas. Enfin, le but, c'est de limiter l'utilisation des ressources on-chain, donc de tout faire sur les layers et de construire tout ce qui est possible pour optimiser la construction de layers. Et donc, Et alors du coup, est-ce que l'objectif de Bitcoin, c'est pas que justement dans 10 ans, plus personne touche au code? je pense que c'est quand même nécessaire parce que vous m'entendez là? Ouais. Ah, Ouais. ouais, ouais, on Je t'entend, pense vas-y. quand même que ça reste nécessaire parce que les algorithmes, bah,
ils sont voués à évoluer, à mourir, etc. Chez 256, il aura une durée de vie, voilà. Et donc, à un moment donné, il faudra. Oui, ouais. Mais oui, mais Outre la sécurité, je veux oui, dire, mais ça fait en général. ça fait un peu partie du truc, quoi. C'est que à un moment donné, peut-être qu'on dira le pay to public key, c'est extrêmement vulnérable, donc les adresses de Satoshi Nakamoto sont vulnérables. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que voilà, enfin, je prends des choses un petit peu bêtes comme ça, mais à un moment donné, il y aura des questions qui vont devenir de plus en plus importantes. Et donc c'est de la sécurité, mais en même temps, ça, c'est de la crédibilité en fait. Parce que là, je suis pas sûr que ce soit Alors, bon que plus personne ne touche au code de Bitcoin, quoi. Mais en tout cas, il n'y aura plus de hard fork, enfin, sauf cas majeur de sécurité. D'ailleurs, les clés de Satoshi, moi, c'est un débat que j'ai souvent en soirée quand je suis complètement bourré, parce que la question elle est super importante. Le jour où quelqu'un peut les avoir, est-ce qu'on a le droit de les déplacer? Enfin, on n'aura pas le droit, quelqu'un va le faire. Et dans ce cas, comment c'est vendu? C'est le marché noir, tout le monde se rue dessus. Est-ce qu'on les black? Est-ce que, enfin, j'ai plein de questions par rapport à ça. C'est un de mes sujets de spéculation préférés. C'est pas qui est Satoshi, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec sa thune. Après, Euh, il faut pas oublier que lui, enfin, il a énormément d'adresses, je pense. Donc, c'est Je suis pas. pas sûr, je crois pas. Attends, je pense qu'il Non, a je pense pas que. ça se vérifie assez facilement, mais je pense que le plus gros de ces montants, ils sont sur que quelques adresses, hein, il me semble. En plus, ça doit être en Ok. pay Ah to oui, bah, public key, donc un peu plus à vérifier. vulnérable que les kiyash, quoi. Mais bon. Pas, je pense que le gars, bah, J'en profite, vu que c'est une vidéo, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser des hot wallets sur vos mobiles. J'ai encore 3 viewers aujourd'hui qui m'ont demandé des problèmes de clés. Et quand je leur demande la clé, enfin, quand je leur dis est-ce que tu as écrit tes 24 mots, ils font non, je n'ai jamais écrit de clé de 24 mots. Il faut vraiment que vous arrêtiez. Alors, je sais que c'est au milieu d'un truc vachement technique, mais dites-le à votre famille. Si vous installez un portefeuille pour vos parents, mettez-leur un portefeuille mobile, genre Blue Wallet. Mettez-leur pas un truc chelou. Parce qu'après, j'ai plein de questions chiantes. Enfin, voilà, gardez les standards, s'il vous plaît. Papillon, à toi, si tu veux parler. Oui, bonsoir, on m'entend, c'est bon? Ouais. Oui, donc moi, la problématique que je me demandais, c'est par rapport, par exemple, au Liban et au Kazakhstan en ce moment. Lorsqu'il y a Ok. une coupure d'Internet, la gestion justement du paiement en Bitcoin ou même de ces Bitcoins, est-ce que ça freine pas un peu l'avancée de la technologie, non? Pas plus qu'avec, enfin, ni plus ni moins qu'avec le fiat, et je dirais que Bitcoin potentiellement est un peu plus résilient dans le sens où on peut lui trouver des ponts autres, euh, même avec la perte de connexion. Alors ça se construit, hein, ça se s'invente pas le jour où tout coupe, mais je pense quand même on a des moyens de résilience plus simples à construire que via les systèmes de paiement plus traditionnels. Alors bien sûr le cash, bah, mais le cash c'est bien, enfin, ça a ses limites également, quoi. Donc, c'est un truc auquel il faut réfléchir. C'est comme des pannes électriques gigantesques. C'est un peu un peu la même histoire, quoi. Et si tu parles du développement ou de est-ce que Bitcoin tourne par rapport au hash rate, ça va pas changer quoi que ce soit. Le Non, hash rate, il c'était peut par rapport à descendre. l'utilisation de la monnaie surtout. Ok, nickel. Bah ouais, non, je suis d'accord avec John. T'as des solutions, mais c'est pas évident non plus. Je veux dire, tout le monde n'a pas un satellite Blockstream à côté de chez soi et tout le monde n'a pas la possibilité d'envoyer en morse des paiements Bitcoin. C'est un peu, attends, juste pour en rajouter, mais c'est toujours un peu la même histoire. Localement, on peut construire des choses. C'est ce qui a été fait au Salvador. Alors, je parle pas de la loi au Salvador, hein, de la loi Bitcoin, mais je parle de Bitcoin Beach. Je pense que, en fait, localement, on peut construire des initiatives bah, pour faire des communautés qui s'attachent autour bah, d'un wallet Bitcoin partagé, etc., ou sur lequel on peut construire en fait des chemins alternatifs pour pouvoir continuer à utiliser Bitcoin, même si on a un blackout quelconque. Tu vois, je pense que c'est quelque chose c'est peut-être le challenge sur lequel il faut creuser. C'est ce qu'on essaye de faire au Congo avec Gloire. Bah, de toute façon, la cyberpandémie arrive, hein. Donc, faut pas s'étonner, le jour où elle sera là, on se prépare. D'ailleurs, John, attends, j'avais une question par rapport à toi avant de passer la parole et de changer de sujet. Récemment, tu as retweeté, hein, tu nous as partagé un truc sur le groupe en mode encore plus de vulnérabilité dans l'open space et les cascades qui continuent par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Tu pourrais parler rapidement de ça ou pas? je crois qu'il a votre âge. Parce que sa phrase d'avant, elle s'est coupée d'un coup. Ouais, je pense aussi. Dommage, c'était intéressant son article.
Parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec le Nest, t'as dû lire toi, non? Je vois pas trop de quel article tu parles, mais Bon, c'est pas grave. Il avait retweeté un tweetstorm d'un mec. Ok, bon, je vais donner la parole à Enes en attendant que John revient. Hop, speaker. Sachant qu'on s'est quitté, hein, ta voix est la même tout le temps. Ça sert à rien de changer de profil toutes les semaines. c'est surtout que son pseudo est toujours le même, quoi. Enfin, le Twitter random. C'est à moi de parler ou pas? Ouais, c'est à toi. Ouais, bah, je voulais me revenir avec ce que disait Papillon pour des solutions. Il y en a qui peuvent être très intéressantes justement en communauté locale. C'est les connexions maillées. C'est comment dire. On va avoir de la connexion sans fil directement entre petits serveurs, entre maisons, et on va pouvoir refaire passer des flux de paiement, etc. en Bitcoin. Et c'est dommage que je trouve que la communication mesh n'a pas été très démocratisée pour Bitcoin, justement. Donc pour quelqu'un complètement noob comme moi, c'est un peu comme quand on fait une LAN sur Age of Empires. Exactement, c'est quasiment pareil. C'est-à-dire que tout le monde est maillé entre tout le monde et ça permet justement de faire passer les infos de Bitcoin pour mettre à jour la blockchain, etc. et miner des transactions. Mais il faut bien que quelqu'un soit connecté au réseau et que tous les autres membres de ce maillon fassent confiance au pont qui renvoie vers le monde réel. On est d'accord? Bah oui, mais après ça c'est un réseau maillé, c'est-à-dire il y aura plein de petites connexions qui vont se faire à droite à gauche. Parce que, j'en sais rien, tu t'arrives peut-être dans un autre pays, parce que j'en sais rien, ta connexion mesh, elle est assez distante et du coup bah t'arrives dans un autre pays qui peut te donner un autre accès à Internet et etc. C'est vraiment du maillage, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui va chercher son chemin, quoi. Ouais, effectivement, moi j'avais vu aussi qu'on pouvait, il y avait des datas locales qu'on pouvait avoir, même sans connexion Internet, et et que les gens pouvaient donc interagir entre eux. Mais du coup, je pense que niveau sécurité, ça doit poser des problèmes. Par exemple, on peut peut-être dupliquer du Bitcoin, je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on va le voir justement avec la chute d'Internet et de l'électricité au Liban, là. On va voir comment ils gèrent ça, quoi. Dupliquer du Bitcoin, je pense pas, mais par contre, il va y avoir souvent des forks, oui. Genre deux blocs parallèles qui suivent un même bloc. Parce que du coup, quand un nouveau bloc est miné, avec des réseaux comme ça, il n'est pas propagé rapidement. Les autres mineurs, ils continuent de chercher leur bloc, ils en trouvent un, ils le republient aussi à leur tour à leur réseau avant de recevoir l'autre. Et du coup, tu te retrouves avec plusieurs forks. Plusieurs forks. Bon, après, il y a toujours la règle de la chaîne la plus longue, qui du coup annule les blocs de toutes les autres petites chaînes. Donc, enfin, ça empêche quand même la double dépense. Après, faut pas oublier que Bitcoin a quand même deux trucs, c'est un moyen de paiement, mais aussi une réserve de valeur. Donc, quand t'as tout ton pays qui part un peu en couille, comme on le voit aujourd'hui, simplement hodl tes bitcoins, ce sera déjà énorme pour ce genre de pays. Donc, ok, ils pourront pas les dépenser dans la vie de tous les jours, mais on a déjà gagné un combat sur les deux. Enfin, c'est peut-être important de rappeler ça. Alors, John est parti, mais il est revenu. Je l'ai kick, il devrait pouvoir revenir, parce que le troisième thème, c'est son bot de random sur Helen Market. Ouais, John, je te vois, mais je t'ai mute. Je t'ai kick. C'était son bot sur Helen Market. Comme vous le savez, Helen Market, c'est une solution pour trader des dérivatifs directement sur Lightning Network. C'est créé par des Français, hein. On les salue bien fort. Et John est un trader. Alors, il le dit pas, mais il adore trader, il adore perdre de l'argent. Donc, il a créé un bot qui lui permet de placer des ordres aléatoires, en long ou en short, en levier aléatoire. Et il s'amuse. Et pour l'instant, il a 2 jours de mémoire, il est à break-even. Et il devait nous en parler. Sauf qu'il y a des petits problèmes de connexion. Du coup, je sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, savoir si c'est correct. Lounès, d'ailleurs, toi, tu t'es fait niquer de ta position. Oui, mais n'en parlons pas. Non, on n'en parle pas, ok. Lounès s'est fait liquider. On n'a pas le droit d'en parler. Écoute, comme on peut. Non, et ben, bon, John n'est pas là, je connais pas trop son projet, mais juste pour résumer vite fait, pour s'amuser, il a écrit un bot en Python qui utilise l'API d'Helen Market pour placer des ordres aléatoires, de leviers aléatoires, de quantité aléatoire,
et soit short, soit long aléatoirement. Et c'est juste une petite expérience pour voir si il réussissait à être rentable ou pas pour le fun, quoi. Oui, c'était vraiment pour se poser la question de Oui, est-ce voilà, que je vais réussir à battre le gars random de crypto Twitter? C'est à peu près l'idée. D'ailleurs, il y a eu plein de dramas cette semaine. Je suis bien content d'être sur Bitcoin Twitter. Franchement, nous, c'était super calme. Oh, quel bonheur. Ouais, il faut supprimer tous les comptes de shitcoiners. Franchement, c'est clean, hein. Bah, Lounès, tant qu'on te tient, on va continuer. Ton année 2021, toi, c'est quoi le truc qui t'a le plus hype et marqué? Et qu'est-ce que t'attends de 2022? Bah, le truc le plus hype, direct comme ça, je dirais Taproot parce que c'était quand même c'était une grosse étape pour Bitcoin. Après la mise à jour qui datait quand même il y a 4 ans, c'est oui. Donc, du coup, c'était pas mal. Et puis vraiment, cette année, j'ai pu suivre, on a pu suivre toutes les étapes, tous les débats au début de l'année sur la méthode d'activation, lire les mails qui s'échangeaient, des gros dramas dans la communauté avec Luke Dash, ce genre de trucs. C'était vachement cool. Et puis, pour 2022, je sais pas, hein. Pas sûr qu'il y ait une update encore. Je pense que si on a une, ce sera le BIP 119, parce qu'apparemment, il y a deux, trois problèmes avec 118, avec le 118 sur Any Preference. Pour faire des nouveaux sur le truc. Donc, peut-être le BIP 119, qui est vachement pas mal pour de la scalabilité ou alors des templates des transactions. Et puis, et voilà, quoi. Et puis, vraiment, cette année, j'ai l'impression que la démocratisation, elle est allée vraiment plus vite. Après, j'ai pas beaucoup de base pour comparer parce que ça fait pas ultra longtemps que je suis là-dedans. Mais j'ai l'impression, enfin, si tu compares le début de l'année avec la fin de l'année, rien que les discussions avec des potes, des médias, ce genre de trucs, ça en parle vachement plus. Ouais, non, moi je suis pas non plus depuis trop, enfin quand même, putain, quand j'y pense, ça fait quasiment 6 ans que je suis dans Bitcoin. Oh, je Ah suis ouais, tellement quand vieux. même, sur 13, ça fait pas mal, hein. Ouais, Ça ouais, fait non, mais deux, hein, j'ai l'impression que c'est encore hier. Ah si, ça fait 2 ans Euh, tout pile. putain. Et alors, ça y est, t'arrêtes tes études et tu pars full Bitcoin? Tu vas bosser chez Umbrel? Tu nous annonces un petit truc en direct ou secret, secret? Ce qui est sûr, c'est que j'arrête mes études. Parce que, hein, ouais, enfin, voilà. Et après, je sais pas encore ce que je fais pour la suite. Mais ouais, je vais peut-être rester chez moi. Ok, On va stylé, voir. stylé. Et Ouais, ouais, il faut que j'arrête là, parce que je peux pas aller bien loin. J'ai envie de me mettre full time sur Bitcoin tu sais assez que rapidement. j'ai drop out 2 fois pour refaire des startups qui ont raté, donc je peux que t'encourager à le faire également. Bon, pas raté, mais essayer Ouais. à entreprendre. Bon, bah John n'est pas là, ça fait 45 minutes. Si quelqu'un veut prendre la parole pour un autre thème ou qu'est-ce qu'il attend vraiment de 2022, il y a sûrement peut-être un truc qu'on a oublié. Moi, le plus hype, ce sera l'adoption des marchands, hein. C'est con à dire, c'est pas des VIP, mais de plus en plus de personnes me demandent, de plus en plus d'entre vous font tourner des nœuds. Donc, réussir à avoir une petite communauté, même si je sais que c'est le bordel d'être un marchand Bitcoin. Moi, je pense que ça ne peut que venir de la base de l'adoption de Bitcoin et créer ce système parallèle. Pour moi, c'est le plus important quand on part en tyrannie monétaire. Et puis l'adoption passe quand même enfin, vachement par les commerçants, parce que souvent, les précoiners, quand ils nous posent des questions là-dessus, pour moi, une des premières questions, c'est, mais tu fais quoi avec? Où est-ce que tu peux les dépenser? Ouais. Du coup, moi, je réponds toujours, bah, il y a certains marchands qui acceptent, enfin, les trucs habituels, quoi, t'essaies de noyer un peu le poisson. Mais vraiment, si tu as vraiment des cas d'usage hors réserve de valeur à leur présenter, je pense que ça peut vachement accélérer le truc. Alors, faut faire gaffe parce que quand tu dis réserve de valeur, ils pensent toujours court terme, les gens, pas long terme. Du coup, ils vont dire, ah bah non, Bitcoin, il a craché. Alors que bah, si tu prends 2 ans, Bitcoin, il a monté. Donc, Ah, c'est bah toujours un oui, double oui. tranchant et il faut toujours le préciser parce que les gens, ils ont la mémoire Bah, courte, hein. ouais, bah, pour l'instant, c'est la réserve de valeur à long terme. À terme, ça marchera aussi à court terme. Hum, Ça hum, sera hum. stable. Ouais, ça marche. Bon, on va prendre une dernière question du coup de John Mir. J'arrive pas à voir plus. À défaut d'avoir John Chain. C'est moi. Ouais. Ah putain. Tu m'as kické. Je peux plus rejoindre le Bah, space, quoi. Je le vois même plus. tu m'as demandé de te Tu la kicker. bannes. Non, je t'ai dit de m'enlever du co-host. Oui, mais j'ai tout fait. J'ai essayé de te cause, j'ai essayé de te, j'ai tout, je t'ai banni, mec.
Donc là, j'arrive avec mon compte de test, là. Bon, bah, du coup, voilà. S'il vous plaît. Du coup, on t'écoute. Hein. Ouais, elle est pas follow, ce compte à la con, quoi. Non, c'était juste pour, du coup, c'était le dernier sujet, c'est pour parler de mon bot, quoi, c'est tout. C'est pour toi, vas-y, let's go. Comment finir là-dessus? Non, en fait, ouais, non, je voulais m'amuser avec Node-RED et avec l'API de LN Market. Et je me suis dit, comme je suis le plus mauvais trader du monde, je pense, je me suis dit que faire un truc qui fait complètement les ordres en random, ce serait forcément mieux que moi, a priori. Donc j'ai fait un bot qui est en open source sous Node-RED. Je fais une petite vidéo pour expliquer comment le déployer. Et donc il y a des personnes qui voulaient savoir si j'étais en train de m'enrichir salement dessus. Donc ça fait 3 jours qu'il tourne. Et j'ai perdu un peu moins de 15 000 Satoshi. C'est ça. Et combien d'ordres t'as fait? Combien d'ordres j'ai fait? Oh là, j'en ai fait quand même pas mal. J'ai dû en faire une trentaine, je pense. J'ai pas compté là, mais ouais, une trentaine. Et alors, c'est un bot qui se déclenche de 3 manières. Soit de manière complètement aléatoire dans le temps, voilà. Soit manuellement, soit sur des tweets d'utilisateurs que j'ai prédéfinis. Voilà, Pablo, voilà, Monsieur Dufresne, que je respecte énormément, évidemment, Peter Schiff également, personnes vraiment qui ont une vision très perspicace de Bitcoin. Et donc, ça lance des ordres de manière complètement aléatoire quand j'utilise le terme Bitcoin. Voilà, c'est avec tout le bon respect que je leur dois, y compris de la même manière que à chaque tweet de Nicolas Dufresne sur Bitcoin, je fais une donation à Kiv Éclair, parce que voilà, et pourquoi pas après tout. Donc si vous avez envie de rejoindre ce grand mouvement après tout, Ellen Market, c'est l'endroit le parfait pour faire du degen trading à quelques coups de centimes. Allez, faisons ça ensemble. Puis ça paye le nœud Solana de Fanis. Donc on est très très bon, quoi. T'as rien à voir, mais là, tu me parles de Fred et tu parlais d'adoption. Et au Nouvel An, j'ai dû avoir une conversation avec quelqu'un, typiquement la no-coineuse, qui me dit: Ah, j'ai écouté une interview de Monsieur de Fred, enfin de ce mec sur Blast. Et enfin, finalement, ça a des répercussions quand même, hein, quand ces mecs ils se mettent à parler et dire n'importe quoi à la télé. Rien, on se récupère les petits cadavres. Donc, je pense à ça, rien à voir. Mais... Ouais. Bah, je l'ai pas encore lu, mais il paraît que la tribune d'Alex dans Ouais, super bien. Pas mal pour répondre à... Je l'ai rehost sur le site, je l'ai rehost sur Découvre Bitcoin. Non, elle est très bien. En fait, il arrive à concentrer en 5-10 minutes de lecture, grosso modo, tous les arguments qu'il faut. Non, c'est c'est bien écrit, c'est un document plutôt facile à partager. Clairement, c'est vraiment pas fait pour faire changer d'avis, monsieur Dufresne, hein. Non, c'est plus pour donner éclairer les gens de manière assez concise sur certaines réalités, puisqu'en fait, il a une certaine vision du monde qu'on partage ou pas. Et du coup, ça permet de faire un autre éclairage. Non, il est vraiment, vraiment bien. On dit toujours on aurait fait mieux, mais en fait, pas du tout, hein, ouais, non, franchement, très synthétique. Sur le proxy, tu rajouterais Guillaume? Il est là. J'ai pas entendu. Tu veux que j'ajoute Guillaume? Oui, il est là. Ouais, mais il a pas demandé la parole. Enfin, je vous dis, s'il a envie, il se prononcera. Désolé du retard. Donc je peux dire ah ouais, on peut lui poser la question typique, hein, qu'est-ce qu'il pense de 2021 et pour 2022. Mais spoiler, Guillaume, il va nous parler d'un sujet qui me passionne et on en a pas assez parlé. D'ailleurs, s'il est lié, ce serait trop cool. C'est comment ça s'appelle? C'est mettre les i6 dans l'eau. Yo les gars. Salut Guillaume. Oui, je sais. Désolé d'avoir été absent pour la première fois à l'entonnoir du Bitcoin. J'étais en train de déménager. Et c'est fini? Et oui, c'est fini, ça y est. Je suis KO, mais ça y est, c'est fini. J'ai la fibre, ma node est de nouveau branchée et le QG marseillais de Bitcoin vient d'être lancé. Rendez-vous là-bas, hein. Tu me prépares un bar, on va aller faire un petit meet-up à Marseille. Vous descendez quand vous voulez, les gars. En plus, il y a Fanny à Marseille. Parce qu'il faut le pass pour les trains maintenant.
Non, mais je te Non, prends en voiture. T'habites où? T'habites à Paris? Ah bah, quand tu veux. Bon, Bah, je te chope en voiture. Moi non plus, je peux pas prendre les transports en commun parce que je paye trop d'impôts pour avoir les transports en commun. Donc, il pareil. y a un problème quelque part. Guillaume, 2022, c'est quoi ton gros truc? Non, 2021 d'abord. Ah ouais, merde, 2021. Rétrospective 2021. Donc, réflective sur quoi? Le truc qui m'a le plus... Ah, il peut le plus marquer, ouais. Pour moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'était le débat autour de l'activation de Taproot. Ah, Voilà, est-ce qu'il fallait faire un flag day? Est-ce qu'il fallait faire autre chose? le nouveau Un speed speed trial. trial. Voilà, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était potentiellement un gros risque, hein, si on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Peut-être qu'on allait devoir activer Taproot par User Activated Soft Fork. Du coup, ça m'a pas mal marqué. Et pour faire simple, 2022, pour moi, c'est exactement la même chose. On a deux BIP super intéressants, BIP 118 et BIP 119, qui vont peut-être être activés, ou du moins les discussions vont commencer. Et je pense qu'ici, on est tous d'accord pour dire que c'est trop bien. Mais pour moi, le point majeur, c'était voilà, comment est-ce qu'on va les activer? Est-ce qu'on les active pas trop vite? Voilà, par exemple, est-ce que une mise à jour par an, c'est pas un peu trop rapide pour Bitcoin? Mais voilà, pour moi, 2021-2022, c'est autour de ça. Ouais, je suis assez d'accord, je dis à peu près la même chose. Mais je crois qu'il y a quelques problèmes sur Any Prevout. Il faudrait que je regarde, mais il me semble BIP qu'il y a deux, trois 118, problèmes hein, donc. et que c'est pas fini. Ouais, ouais, le 118. Ouais, c'est sûr que pour l'instant, le compte vendor, c'est clairement BIP 119. Et puis en plus, ce que ça peut apporter à Bitcoin, Bah, il est vraiment prêt, et puis ça fait un moment qu'il est là. c'est ça. C'est ça. Donc on y touchait pas avec parce qu'il y avait Taproot. Mais le BIP, ça fait 2 ans qu'il est fini. Et Jérémy, il commence à le push un petit peu sur les réseaux, tout ça. Voilà. Mais moi, j'avais une question quand même parce que j'avais cru comprendre, mais peut-être que j'ai mal compris, donc que L2, donc qui est une amélioration notable de Lightning, pouvait être fait avec BIP 119. Je pose la question parce que c'est vraiment un truc hyper important, L2. Ça permet de mieux structurer Lightning et surtout quand tu es nœud de routage. Actuellement, les micro-paiements posent un certain nombre de problèmes. Là, voilà, ça améliore un certain nombre de choses. Ça solutionne les problèmes des transactions justice également. Et du coup, ouais, je sais pas. Est-ce que tu sais, toi, Lounès, ça? Non, j'ai pas trop regardé. Mais justement, il me semble qu'un des problèmes de Niftawood, c'est avec L2. J'avais vu passer ça sur Twitter et il faudrait que je me renseigne un peu. Juste L2, en fait, enfin, c'est vraiment le truc, moi, que je regarde, que j'attends énormément. Actuellement, un nœud de route, à chaque fois qu'on fait un paiement, il faut sauvegarder dans une base de données donc l'ensemble des transactions qui ont eu lieu entre peers, puisque si on se fait si en fait le peer d'en face veut tricher dans la fermeture du canal, eh ben il faut savoir révoquer cette transaction et donc il faut stocker l'ensemble des transactions de révocation. Donc, c'est dès qu'on reçoit, même peu importe la taille du paiement, il faut le faire. Donc, on a des bases en fait de données de channel qui grossissent et qui sont, le seul moyen en fait de les faire rétrécir, c'est de clôturer le channel. Et donc, L2, ça solutionne ce truc-là et c'est vraiment important, notamment, je pense aux petits nœuds de routage type Umbrel, etc. Où voilà, c'est des vrais sujets qui sont compliqués. L2? Ça fait quoi exactement, L2? L2, en fait, avec Any Prevout, en gros, tu peux faire, en fait, si quelqu'un triche, tu peux fermer en fait le channel avec la dernière transaction flottante, plutôt que de reprendre en fait la transaction de révocation de révocation de la transaction de triche. Donc, imaginons que la transaction de triche, elle a eu lieu 15 transactions avant. Bah, faut que tu prennes, tu vois, la transaction de révocation de cette transaction pour aller la punir avec justice, tu vois. Donc ça, c'est le système actuel. Donc il faut sauvegarder toutes ces transactions de révocation. Bah, et tout ça, voilà, ça permet justement d'avoir un système où tu peux, en gros, fermer le canal, même si la personne triche, sans avoir à sauvegarder les anciens, toutes les transactions de révocation, quoi.
Alors, pour tous ceux qui sont perdus, formation de Fanis, chapitre 8, clause de clôture des canals Lightning. C'est la vidéo que vous devez regarder. Elle est gratuite, elle est accessible sur YouTube ou sur le site. Là, on parle de trucs assez poussés, évidemment. Ouais, mais je recommande, surtout si vous avez un nœud de routage, franchement, passez pas à côté de ce genre de détails hyper techniques. Ça vous éclairera sur les limites de vos nœuds de routage. Fabrice Roy aussi avait fait un super article pour dire comment sauvegarder son nœud. Voilà. Et bon, c'est vraiment des trucs qui sont importants à étudier quand on veut faire un nœud de routage. Bon, nickel. Je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Je vois qu'il y a du beau monde quand même. Merci beaucoup à vous tous d'être restés. Ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on parle. N'oubliez pas de liker et abonner. Ouais, peut-être un deuxième truc que j'ai oublié de citer parce que pour moi, ça fait tellement longtemps que je l'attends. Mais Stratum V2, pour Ah moi, oui, putain, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé, ça. voilà. Pour moi, c'est dans ma bio, c'est mon truc préféré, je pense, en termes d'amélioration possible de Bitcoin, parce que ça va permettre, du moins potentiellement, de décentraliser les mining pools et de répartir un peu mieux le hash rate. Donc moi, j'attends vraiment ça avec impatience et j'espère en 2022 qu'on va avoir de véritables avancées. Après, voilà, je pense que ça sera quand même pas pour 2022 que les pools, etc., vont adopter Stratum V2, mais je pense que non seulement c'est notre devoir d'en parler et d'en faire l'éducation, mais aussi, ouais, je suis Après, super hype. Stratum V2, ça décentralise la manière dont les blocs sont construits, non? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est plus les pools qui construisent les blocs, c'est directement les mineurs. Et Donc, ouais, ouais, c'est déjà un peu important, mais ça décentralise pas complètement les poules. Il y a encore ce problème de payout et de. oui, c'est ça. Tu vois, je dis décentraliser les pools pour rendre la chose accessible, mais effectivement, oui, c'est plus décentraliser la création de blocs, mais ça permet surtout de se protéger d'une certaine manière contre des attaques ou contre certaines pools qui auraient l'idée de faire des blocs OFAC compliant ou des green blocks, des choses comme ça. Si on donne cette possibilité aux mineurs de faire leurs propres blocs, Ouais, complètement, je suis complètement d'accord. Ouais, ouais, de remarque, ouais, c'est vraiment un truc cool et en plus, ça demande pas de faire un fork ou quoi que ce soit. Hein. C'est Oui, non, vraiment de la mécanique protocole, purement. oui. Oui, c'est purement interne à la mécanique des pools. Le truc, c'est que comme c'est optionnel de la part du mining pool, en fait, admettons que un pool se mette à vouloir faire des blocs au fac compliant, bah, il va pas accepter les blocs de Stratum V2. Mais par contre, si on a d'autres mineurs qui l'acceptent, et c'est ce qu'on attend en fait, c'est que il y a un marché en fait compétitif autour de Stratum V2 pour que en fait, les mineurs, ceux qui disposent des unités de calcul, bah, utilisent les pools qui utilisent des Stratum V2 plutôt que la mode un peu old school de Stratum V1. ouais, en plus de ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu imagines le use case avec les mineurs off-grid, donc les mineurs qui vont utiliser du flare gas, etc., qui sont pas forcément connectés. Avec Stratum V2, tu as cette possibilité que tous ces mineurs-là se mettent ensemble pour créer leur propre bloc et du coup qu'ils soient vraiment, tu vois, off-grid. Et ça, c'est un point positif en plus. Et il y a un autre truc aussi, une thématique qui va être importante à regarder en 2022, c'est que les mineurs qui sont listés publiquement en bourse vont devenir absolument gigantesques. Ils vont contrôler quasiment 40% du hash rate d'ici la fin de l'année. Et il y a une vraie tendance actuellement où ces mineurs-là créent leur propre mining pool. Donc il y a par exemple Marathon qui a Marapool, je crois que c'est Riot et je sais plus qui ont créé leur green pool, je sais pas quoi, etc. Et donc il va y avoir cette problématique où il va y avoir de plus en plus de concurrence entre les pools et les mineurs, à un moment donné, je pense qu'ils vont essayer de verticaliser avec intégration verticale toutes leurs opérations. Et Stratum V2, ce que ça permet aussi, c'est potentiellement de miner plus de blocs. Alors, je me rappelle plus exactement la technicité, John, peut-être que tu pourras l'expliquer, mais en gros, le fait que les mineurs choisissent eux-mêmes leur propre bloc via leur propre node, s'ils ont une node qui est vachement bien connectée, en termes de latence et en termes de blocs, ils pourraient potentiellement
miner un petit peu plus de blocs. On parle de quelques pourcents, mais à l'échelle de plusieurs milliards d'euros, bah, ça fait la diff. Ouais, en fait, ce que tu veux dire, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'actuellement, il y avait eu un podcast qui était très intéressant sur le fonctionnement des poules de minage, où en fait, les mineurs, ils construisent en fait un bloc template avec les transactions, etc., et ils les envoient aux unités de calcul qui vont essayer de trouver le nonce, etc. Et en fait, il y a un temps de latence voilà, qu'on peut optimiser, mais qui est incompressible. Et ce temps de latence, c'est quand on voit la quantité de calculs que sont capables de générer les ASIC, bah, c'est quand même assez important. Tu vois, par exemple, s'il te faut une seconde pour faire descendre l'ensemble de tes blocs à l'ensemble de tes mineurs, bah, c'est une seconde de ta capacité de hash rate que tu perds. Donc, tu vois, c'est un petit pourcentage. Et puis, bah, ça va être linéaire avec le temps. Hein. S'il te faut 2 secondes, 3 secondes, etc., ça va être tu vas être moins compétitif. Et donc, en fait, le fait que les mineurs eux-mêmes produisent leur propre bloc template, bah, ils n'ont pas besoin de télécharger, tu vois. Ils ont leur full node qui est avec eux. Et puis, ils sélectionnent, en fait, au fil de l'eau, les transactions. Et il n'y a pas ce temps de latence, en fait, de descente du bloc template. Juste, vous pourriez m'éclairer sur un truc? Enfin, c'est que le block header qui est haché, et du coup, les machines, enfin, les mineurs, ils changent juste le nonce jusqu'à trouver le bon pour avoir le bon hash. Et ouais. Ils changent constamment les transactions à l'intérieur, de toute façon. Le bloc, c'est le bloc gagnant, quoi, donc il change tout le temps. Oui, mais il y a. En fait, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais est-ce que ça serait pas que la mining pool envoie le header à tout le monde calcule en rajoutant le nonce chaque fois, et une fois qu'ils ont trouvé, ils envoient la mining pool qui fait le block template et qui publie. Non, parce que je pense que quand tu es mineur, déjà, tu n'as pas besoin du tout d'avoir un full node, donc tu n'as pas accès à la même pool ou ce genre de choses. J'ai pas dit ça, là. Ah, pardon, excuse-moi. Non, là, j'ai dit que la mining pool, elle crée le block header, en gros. Elle l'envoie à tous les ASICs, enfin à tous les mineurs. Les mineurs, ils essaient de calculer hash en changeant uniquement le nonce. Et une fois qu'ils l'ont trouvé, ils renvoient ça avec le nonce à la mining pool, qui eux font le block template, enfin avec toutes les transactions et tout, et publient ça. C'est ça? C'est une question. Non, je crois. Non, il me semble qu'il construit d'abord le block template et. Ouais. Pourquoi? Parce que enfin, le hash dépend uniquement du block header et du nonce. C'est quoi ta question, du coup, parce que j'ai pas compris. D'abord, c'est une confirmation sur comment fonctionne le minage que je demande. Ah oui, ça fonctionne comme ça. Et en gros, ce qu'on dit, c'est que ce va-et-vient, tu vois, entre les mineurs et les poules, bah, il y a une latence. Je comprends pas où est le va-et-vient. Non, parce que d'ailleurs, tu sais, l'histoire des blocs vides, c'est notamment parce que les unités, les blocs vides que tu peux avoir de temps en temps sur le réseau, c'est des problèmes de connectivité où en fait le mineur, en fait ils ont, je crois déjà leur bloc template, mais avec les transactions vides. Et donc du coup, ils trouvent en fait le bloc, en fait le nonce trop rapidement, et ben ils vont envoyer en fait un bloc vide donc il n'a pas eu le temps de construire en fait son vrai bloc, on va dire. Il me semble qu'il y a un truc. Oui, mais c'est la mining pool qui fait le block template. Ça, on est d'accord. Non, il pioche dans le mining. Non, je suis pas sûr que. Parce qu'en fait, t'as Core qui peut produire un bloc template. Mais le mineur est pas du tout obligé de suivre. D'ailleurs, je crois que c'est. Mais le mineur, lui, ce qu'il mine, c'est uniquement le hash du block header. Oui, mais c'est ce qu'on dit, c'est qu'en gros, là, actuellement, c'est les poules qui font le block template. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça ma question. Bah oui, c'est ça. Et du coup, Stratum V2, il va changer quoi? En gros, ce processus de block template, maintenant, c'est les mineurs qui peuvent le faire. Du coup, tu peux avoir un mineur de A à Z qui va construire son propre bloc et le miner automatiquement lui-même. Et c'est lui qui le communique au réseau. Ouais, en fait, plutôt que d'avoir. Ok, d'accord. Et du coup, ça rajoute du coup, le mineur doit avoir un nœud. Oui, exactement. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Et ce qu'on dit, c'est que si tu as un nœud qui est extrêmement bien connecté, du coup, ça peut te permettre de potentiellement, enfin, tu as compris, entre guillemets, de gagner quelques pourcents, qui serait potentiellement plus rapide. Et tu imagines que, par exemple, je sais pas, un Seb Gouspillou
ou un mineur off-grid qui est en Afrique ou je sais pas quoi, qui a pas forcément une bonne co, pour lui, ça peut être encore plus intéressant. Mais du coup, enfin, en ce moment, les mineurs, ils envoient uniquement le block header avec le nonce qu'ils ont trouvé, et c'est la mining pool qui rajoute ça à un block template qu'ils ont construit, qui diffuse. Mais si les mineurs, avec Stratum V2, ils calculent le block header, le hash, le nonce, tout ça, qui rajoutent leur block template, qu'est-ce qui empêche la pool? Ah, c'est les mineurs qui broadcast directement le bloc. Ok, ouais, c'est bon. C'est plus la pool qui broadcast le bloc, du coup. Il me semble quand même qu'il y a un certain contrôle quand même. C'est pas totalement décentralisé Stratum V2. Ouais, exactement. Que t'es quand même relié à la pool quand même. Ouais, parce que sinon, quel est l'intérêt de la pool? Exactement, tu ne pas non plus, c'est pas du solo mining Stratum V2. L'intérêt de la pool, c'est de diviser le taf. Non, je le comprends, mais si tu arrives à le trouver, tu pourrais très bien te dire, bah finalement, je l'ai trouvé cette fois-ci parmi tant d'autres, je vais pas utiliser la pool, je vais la buy cut et le faire tout seul, tu vois. En mode, le jour où tu le trouves, d'un coup, tu te retires de la pool et tu fais tout seul. Ça, j'imagine que c'est un risque qu'ils ont dû prévoir. En gros, Lounès, imagine un use case, je sais pas, peut-être que ça sera plus clair en faisant un use case. Imagine que demain, toi, t'es un mineur, etc. T'as beaucoup de puissance de calcul. Et tu veux valider, je sais pas, n'importe quoi, mais tu veux valider que la transaction de moi, John et Roxy. Ouais. Si tu mines directement avec la pool, tu peux pas. Par contre, avec Stratum V2, tu pourrais sélectionner ces transactions-là, toi-même, les inclure dans le bloc et ensuite communiquer ça à la pool. Oui, mais Okay. qu'est-ce qui empêche la pool, une fois qu'ils ont reçu ton block header et ton block template, de changer le block template? Non, mais attends, ils peuvent pas, ils peuvent refuser de l'accepter. Mais à ce compte-là, tu changes de pool. Oui, mais eux, ils s'en foutent. Une fois qu'ils ont leur bloc, ils le broadcast. Non, mais parce que c'est une bonne question. Imagine, toi, tu broadcast, comme tu dis, la transaction de John, Lounès et moi, et finalement, tu as moins en frais de ce que... Pas broadcast. Non, mais t'inclus seulement ça, tu vois. T'inclus seulement ça. Tu trouves, t'as gagné. Finalement, t'as inclus que 3 transactions au lieu des peut-être 50 que t'aurais pu, parce que tu voulais être compliant avec le green et tous les bordels. Qu'est-ce qui empêche derrière la même pool la pool de se plaindre? Non, mais attends, Lounès, dedans, enfin, il me semble, alors bon, ouais, on est dans la technique du truc là, mais il me semble qu'il y a l'arbre de Merkel des transactions dans le block header. Non. Hein? Ouais, bon. Je crois pas. Si, il y a l'arbre de Merkel dedans. Non, j'ai pas dit qu'il y avait les transactions, j'ai dit qu'il y avait l'arbre de Merkel des transactions. Non, il est dans le header, ça. Non. Parce que du coup, ils auraient besoin de recalculer l'arbre de Merkel à chaque fois qu'ils changent le block template, ce qui arrive. Non, mais moi, mais c'est pour ça que je te dis, pour moi, la première étape, et quelquefois elle est un peu bypassée pour gagner ces précieuses secondes. On a la pool de minage qui construit son block template à un instant T, diffuse le header, mais avec l'arbre de Merkel, des transactions, etc. Et le mineur, il se débrouille avec pour le faire. Et ce qui se passe, c'est que quelquefois, le pool de minage, voilà, il n'a pas le temps, etc. Il envoie le block template vide. Et dans ces cas-là, quelquefois, on trouve le nonce entre-temps, et donc on a un bloc vide. C'est ça, il y avait eu un article, il faut que je le retrouve, ça fait longtemps, mais non, il y a l'arbre de Merkel dans le block header, et donc il n'y a pas les transactions, mais il y a l'arbre de Merkel des transactions. Lounès, ce que je vais faire, c'est que je l'avais envoyé à Fanis aussi il y a une semaine. Je vais t'envoyer le white paper de V2 parce que ça explique parfaitement la différence entre V1 et V2 et du coup tu pourras voir exactement c'est la différence. Oui, c'est mais ça. Il manquait le fait qu'il y avait l'arbre de Merkel dans le. Faites gaffe, il y a Fanis qui est arrivé. T'as raison de souligner que c'est pas une solution magique. C'est-à-dire que c'est une amélioration qui permet de se protéger contre potentiellement certains problèmes, mais ça règle pas le problème du fait que une pool potentiellement a le pouvoir de censurer des blocs ou des transactions. C'est une amélioration, c'est pas voilà quoi. Par contre, ce que je vois, c'est que s'il y a une censure de la part du pool, ce qui peut très bien arriver, normalement le mineur il le sait, il peut l'annoncer, ok machin, mais en fait il prétend être ça et en fait il vient de me censurer tel bloc. Il peut potentiellement annoncer. Enfin, ça peut se contrôler quoi. Alors super discussion complètement random et Stratum V2,
tous les liens dans la description. Il faudra qu'un jour on fasse une vidéo où je vois qu'il y a Guillaume de Grand Angle. Guillaume, je te donne, enfin, fais une vidéo là-dessus, tu verras, t'auras plein de vues. C'est un sujet qui est assez passionnant. Alors, on a Fanny qui est arrivée et puis on a Crypto ST qui demande la parole. Fanny, si tu veux parler, et après on passe la parole à Crypto. Ouais, salut, bonjour, désolé, hein, j'étais dans le train. Puis voilà, on peut passer la parole du coup. Salut à tous. Ah, t'es dans le temps, ok, ça marche. Crypto, je t'ai donné la parole. Ah, et John redemande la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils ont encore crash. Hein. Ouais, non. Ok. Bah, les deux ont crash. C'est pas très stable en ce moment. Pourquoi? Non, Ça va il y a eu un coup d'état, ils ont changé le CEO, et depuis, c'est le bordel. Bon, bah, Non, c'est attends, un moment qu'on discute, on va pouvoir clôturer, je pense. Hein. Bah, Ouais, juste faire une ouais, remarque. Franchement, les 50 personnes qui restent là, franchement, chapeau. Ouais, bravo à vous. Parce qu'on pas tombé de bloc template, d'arbre de Merkel, etc. Et que, franchement, les mecs, franchement, j'ai du respect parce que moi, je serais parti, hein, personnellement. C'est ma faute, il manque un élément. Non, mais c'est tellement spécifique en plus de qu'on parle. C'est assez bluffant quand même. Mais avoir autant de Français qui écoutent, je suis très bravo à vous tous. Hein. Franchement, c'est propre. Satoshi, je te vois, j'ai acheté le petit boîtier, il faut que je fasse le tuto. J'en profite pour parler aux gens qui sont là. Et Joss, il faut que je réponde à ton mail. Ça va, on t'embête pas? Tout va bien. Bon, merci beaucoup à tous. N'oubliez pas de liker et de partager. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur vos plateformes préférées et mettez un petit commentaire ou un feedback, ça nous aide dans l'algorithme. Sur YouTube, vous pouvez mettre un commentaire si vous aimez bien ça. Ça a duré 1h15. Si vous êtes encore là, comme on dit, bravo à vous. Franchement, si on dépasse les 300 vues, c'est impressionnant. On vous retrouve la semaine prochaine. On verra bien, il y aura quoi comme news. Je vous adore. Bisous. Merci du coup à toutes les personnes qui ont parlé. John au début et Lounès qui nous a rejoint et Guillaume également. Bonne année à vous tous et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au Patreon ouais, c'est vrai qu'il y a un Patreon. N'oubliez pas. Ouais, il y a un Patreon. Si vous voulez me donner de la thune, ça m'aidera à créer un livre. Dans un crowdfunding, on fera un gros live pour soutenir Gloire ou quelqu'un, comme on en avait parlé en ou mon bot de trading. Ouais, ton bot de trading, si tu veux. Pardon. Non, mais étonnamment, merci à mes potes, parce que franchement, 20 personnes, 200, je suis bluffé par la générosité. Donc franchement, on rigole, mais merci beaucoup à ceux, je pense pas qu'ils regardent des écoutes jusqu'ici, sauf Fanny et John. Mais du coup, merci à vous en tout cas. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!